affaires en province, surtout dans le nord-est. Donc, voilà, je faisais surtout la navette. Généralement, être fils de président, partout dans le monde, ou dans presque, ou dans de nombreux pays, le statut d'un fils de président reste ce qu'il est. Il y a des avantages, il y a des privilèges, tout ça. Et vous vous êtes installé en Haïti, c'était pour faire quoi? Eh bien, on est, comme vous le savez, mon père a été entrepreneur la plus grande partie de sa vie. Donc, nous, on est une famille d'entrepreneurs. Dès le début, au plus jeune âge, moi, j'ai toujours été dans les affaires. Donc, j'ai commencé dans le secteur de l'agriculture pour ensuite traverser dans le secteur de l'énergie renouvelable, plus précisément le solaire, les panneaux solaires. Donc, moi, j'ai passé les 4 à 5 dernières années à construire, on va dire, la carrière solide que j'ai aujourd'hui, à construire une entreprise solide formée d'Haïtiens pour la plupart, mais aussi d'autres étrangers. J'ai beaucoup voyagé aussi pour rencontrer nos fournisseurs étrangers parce qu'on travaille avec les panneaux solaires, on les fait pas en Haïti, pas nécessairement. Donc, c'était pas mal ça, mon emploi du temps pendant les 4 à 5 dernières années. Oui, il y avait beaucoup de distractions, on pourrait dire, politiques. Il y avait des privilèges aussi, mais j'ai su, tout comme la plupart des membres de ma famille, on a su rester concentrés sur nos carrières respectives et justement ne pas se laisser distraire par les privilèges. On savait que c'était éphémère, on savait que ça allait durer que 5 ans. Et vous avez joué le rôle de conseiller pour votre père, non? On a souvent discuté de sujets politiques, de sujets économiques, surtout de la politique internationale. J'ai pas eu de rôle de conseiller officiel, mais à chacune de nos conversations, on a toujours pris le temps de discuter de ces sujets et mon opinion était toujours très importante pour lui. Des fois, il m'appelait à minuit, 1 heure du matin quand il allait choisir un premier ministre pour avoir, on va dire, une opinion plus jeune pour comprendre. Parce qu'il faut dire, Haïti, c'est un pays très jeune. On parle d'un pourcentage très élevé de gens en dessous de 30 ans. Donc, lui, il voulait souvent avoir mon opinion pour savoir s'il va de bon train avec ses décisions. Et Joverlin Moïse est un technicien? Si oui, en quoi? En génie mécanique. En génie mécanique. OK. Formé au Canada? Oui. J'ai effectué toutes mes études après le secondaire au Canada. Au Canada. Dans quelle université? J'ai été à l'UQAM brièvement pour étudier la sociologie en passant par le Cégep Saint-Laurent. J'ai étudié technique génie mécanique à l'école de métier de l'équipement motorisé de Montréal. Et actuellement, j'étudie en Business Foundation à l'Université British Columbia. C'est à Vancouver. Lorsque là, nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet. Quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince? Vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet centrale solaire de 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis, je lui ai demandé, comme ça, d'être prudent, comme d'habitude, je lui dis de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, moi et ma conjointe. Et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma sœur surtout.
Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi, je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père, justement, s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin, justement, pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'est fait pris une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse, mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture. Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, et ma femme aussi, et quelques dames de service que je ne voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? Ce n'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse-la où tu es. Mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on ne savait pas encore l'ampleur de la situation. On ne savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. Je n'ai pas pu parler à mon père, malheureusement, avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère et mon père comment il va. Je n'ai pas eu de nouvelles, on n'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je veux dire, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après.
Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. Donc, j'ai donné toutes ces informations à mes avocats, mon conseil d'avocat, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous l'avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. C'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail